c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, troisième saison sur 102.3 RLP Business, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons une confrère, que dis-je, une consoeur, Nathalie Auffrère, que vous connaissez bien sur RLP, qui est déjà passée aussi sur RLP Business et qui vient aujourd'hui nous présenter son best-seller. L'argent, ce menteur, 50 pièges mentaux qui sabotent vos décisions financières. Nathalie, bonjour, ça va ? Salut Stéphane, ouais, ça va super bien, salut tout le monde. Eh ben écoute, aujourd'hui on va parler pognon, on va parler psychologie de l'argent. Carrément. Aussi, et c'est intéressant, c'est un sujet tabou, on en parle juste après la chronique de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Chronique de la semaine, c'est l'heure de plonger dans un sujet qui fâche autant qu'il fascine, la relation des Français avec l'argent. C'est pas gagné, on va décortiquer tout ça. Parce que, soyons honnêtes, parler de pognon en France, c'est compliqué, vraiment compliqué. Pour 80% des Français, cela l'est même plus que de parler de sexe, d'après une étude Harris Interactive de 2022. Chez nous, la richesse, c'est péché. Ah ouais, c'est pas cachère, quoi. Nos ancêtres paysans planquaient les billets dans le matelas pour ne pas faire jaser les voisins. L'argent, l'anti-argent, s'invite jusque dans la littérature pour enfants. Le célèbre Picsou de Walt Disney est en fait extrêmement mal traduit. En fait, c'est Scrooge McDuck, en référence au personnage avare de Charles Dickens dans le Conte de Noël, A Christmas Carol. Le personnage était censé représenter l'avarice et la richesse obsessionnelle, une espèce de caricature de radin écossais, mais il est devenu voleur d'argent. Picsou prend l'argent en français. Tout un symbole jusque dans les BD pour les gosses. Résultat, 90% des Français restent muets sur leurs revenus. 45% avouent avoir menti pour minimiser leur salaire. Bon, il y a des pays où on aime bien montrer sa belle voiture, on aime bien montrer qu'on gagne bien de l'argent. Ici, on dit non, mais je gagne pas tant que ça, c'est pas vrai. C'est quand même... Et c'est très culturel. Les gens qui ont un peu voyagé l'ont constaté, c'est effectivement effectif. Et pourtant, on rêve tous de billets verts, hein, ou plutôt d'euros. 95% associent l'argent au confort, 91% à l'indépendance, 82% à la liberté, selon l'IFOP en 2023. Et les jeunes, surtout, ils sont décomplexés. 73% des jeunes de 4 ans veulent gagner plus, 42% visent à être plus riches que leur entourage, même si on a vu qu'il y en a assez peu qui sont prêts à être entrepreneurs, hein, quand on va être honnête. Hein. Mais attention, la richesse, ici, ce n'est pas toujours bien vu. 78% pensent que les riches passent pour des profiteurs, et à gauche, 70% des insoumis lient l'argent à l'injustice. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Côté chiffres, les Français sont champions de l'épargne. Beaucoup mettent à côté, 69% pour la sécurité, mais très peu osent investir en bourse. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est qu'investir, on ne sait pas ce que c'est que monter une entreprise. L'école ne nous apprend pas ce qu'est l'argent. Nous avons un déficit culturel sur cela. C'est un pessimisme qui freine l'économie. Il y a moins de confiance, moins d'investissement, moins de croissance, alors que les gens associent l'argent au plaisir. Ils adorent consommer, mais ils ne savent pas ce que c'est et ils savent pas comment en faire. Alors, où va-t-on ? Pour débloquer ce tango financier, il faudra peut-être lâcher du lest sur les vieux réflexes. Et Nathalie, en fait, ton livre, c'est un condensé de cette espèce d'a priori, de préjugés culturels français que nous avons sur l'argent. Alors, mon livre ne parle pas spécifiquement des préjugés culturels qu'on a sur l'argent, mais plutôt des prismes qu'on a dans notre relation à l'argent et dans nos choix financiers, nos angles morts, nos distorsions de perception, de jugement qui nous font prendre des mauvaises décisions financières. Et le but de ce livre, c'est d'identifier ces prismes pour arrêter de se laisser un peu manipuler par notre cerveau sur le sujet de l'argent, être plus clairvoyant, faire de meilleurs choix dans tous les domaines financiers de sa vie. Alors, avant d'aller sur le livre et effectivement ce cas particulier, de manière générale, puisque là on est sur la chronique de manière générale, d'où vient d'après toi cette espèce de psychose, de bipolarité du français sur l'argent et comment est-ce qu'on le vit, comment, voilà, ça vient d'où tout ça? Est-ce que toi tu le constates
constates dans ta profession, ta vie de tous les jours. Tout à fait, c'est des biais culturels. C'est des biais culturels, historiques, c'est lié à l'histoire politique, religieuse de la France. On est quand même un pays beaucoup de castes aussi, où il faut que chacun essaie de rester à sa place. Il y a cette vieille culture aussi qui existe toujours dans l'esprit de pas mal de monde. Il y a la vieille noblesse avec des discours qui poussent finalement à faire en sorte que les gens qui sont un peu dominés financièrement parlant s'instruisent pas trop sur l'argent et restent dans leurs conditions. C'est le fameux complot des 1%. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. À partir du moment où on s'intéresse à l'argent, où on parle d'argent, on essaie d'être un peu plus intelligent sur le sujet, il y a des gens qui nous regardent de travers. Oui. Beaucoup. Il y a des gens qui ne veulent pas partager un savoir. C'est mal vu, oui, alors que dans les strates supérieures de la société socio-économique, on s'instruit sur l'argent. Il y a une éducation financière à la maison. Il y a des transmissions au quotidien, formelles et informelles, qu'on ne retrouve pas dans les strates les plus basses socio-économiques de la société. C'est extrêmement intéressant parce que laquelle société est extrêmement égalitaire pour des raisons socio-culturelles, sociologiques, dans la base du peuple. Et donc, il y a effectivement une partie de la population qui, elle, ne l'est pas, qui s'instruit. Oui. Le reste de la population devient extrêmement égalitaire et inéduquée sur les questions d'argent. Totalement. D'accord. Inéduqué, et puis dans la haute sphère, on a aussi, on est bien entouré en plus d'être bien éduqué. On a le notaire de famille, l'avocat fiscaliste, on a le conseiller en gestion de patrimoine. C'est-à-dire qu'en plus d'être bien éduqué, on est bien conseillé. On est bien entouré. Et le sujet n'est pas tabou. Ouais, beaucoup moins. C'est un vrai sujet quand on est rentier de famille. On apprend à gérer ses rentes comme d'autres apprennent un métier. Et ça, c'est de l'intelligence financière très largement aussi, et de la culture. Bon, vous l'avez compris, on va parler d'argent. C'est l'invité de la semaine, c'est Nathalie Auffrère. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Nathalie Auffrère, autrice, chroniqueuse radio, consultante conférencière, très présente sur LinkedIn. L'argent, ce menteur, 50 pièges mentaux qui sabotent vos décisions financières, avec en bonus une version audiobook. Nathalie, pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre ? Parce que chaque jour dans mes consultations... Alors moi, je suis consultante en évolution professionnelle principalement. Donc j'accompagne les gens à améliorer leur situation professionnelle et par le même biais, souvent financière. C'est vrai. D'ailleurs, le lundi, tu as une émission qui s'appelle... Nouvelle perspective. Nouvelle perspective, où tu parles de reconversion. Voilà. Tout à fait. J'aide les gens à trouver une meilleure position dans le monde du travail, de manière générale, à mieux gagner leur vie, à être mieux dans leur place professionnellement parlant. Trouver de meilleures manières de faire. Et le sujet de l'argent, souvent, est posé sur la table. Oui. Chez les hommes, ça vient plus vite que chez les femmes, d'ailleurs. On voit que c'est genré dans l'approche. Sociologiquement, tu as vu que... D'accord. Tout à fait. Quand je reçois des hommes en reconversion, très rapidement, il y a l'envie de gagner au moins autant qu'avant, progresser ou maintenir en tout cas un niveau de salaire, au niveau de vie. C'est intéressant parce qu'en psychologie, en sociologie, on apprend que la gestion des ressources est une capacité beaucoup plus féminine. Mais l'expression d'aller chercher la ressource, tu dis, est peut-être plus masculine. Chez les femmes, en général, moi, je suis obligée de poser le sujet par moi-même. À un moment donné dans l'accompagnement, je dis, OK, maintenant, on va parler du sujet financier, on va parler d'argent, sinon ça ne vient pas. D'accord. Spontanément, probablement, c'est tabou, c'est toujours très stigmatisé. Mais faire, c'est pas forcément dire, bien sûr. Ouais. Alors, ce que je constate aussi sur la partie homme-femme, c'est que les femmes sont souvent, comme tu viens de le dire, sur la partie gestion, mais pas sur la partie investissement. D'accord. Alors que quand les femmes investissent, selon les chiffres que j'ai, selon les chiffres qu'on a, ça a été mesuré pas par moi, mais enfin, j'ai plus les sources exactes, mais le chiffre est récent, les femmes qui investissent performent en moyenne 2% de plus que les hommes qui ont tendance à prendre des risques un peu plus inconsidérés. Oui. Voilà. Il y a un rapport au risque qui est différent, mais en tout cas, culturellement, les femmes sont plus dans la gestion, en entreprise aussi, parce qu'il y a cette idée de gérer le budget du foyer, et les hommes sont plus dans l'investissement. Donc, dans le rendement également. Et c'est problématique dans la constitution d'un patrimoine à terme. Ouais, c'est extrêmement intéressant et ça rejoint ce qu'on a vu dans d'autres émissions par rapport à la psychologie des gens, en fait. Ouais. Et donc, toi, tu as remarqué que les hommes, les femmes
parlait d'argent, il y avait des préjugés, en fait, gérer mal l'argent. Ah oui. Tout le monde a l'impression de prendre des décisions financières qui sont rationnelles. Ouais. Tout le monde. Et de fait, c'est pas du tout le cas. Ah oui, ça tu en parles beaucoup dans ton livre. Ouais. Hein. Il y a ça, le nombre de biais. D'ailleurs, je vais revenir sur l'ouvrage. J'ai été surpris par deux choses. La première, c'est la lisibilité. Le fait que tu répètes parfois 3 idées de 3 manières différentes pour être sûr qu'elles rentrent. On sent l'analyse transactionnelle et puis la PNL derrière. Il y a un travail de communication qui a été fait. Mais j'ai été surpris aussi par, comment dirais-je, le sourcing. Voilà, le Tout est sourcé. Ah oui, il y a un travail énorme de bibliographie qui a été fait. Toutes les études sont citées. Hein. Oui, c'est une spécialité dans la psychologie, psychologie de l'argent. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7, 8 pages de sourcing et de références à des études ou à des ouvrages. Donc, en fait, c'est facile à lire, mais derrière, il y a un contenu universitaire et qui est vraiment recherché. Ouais. Absolument, tout est sourcé. J'ai voulu que ce soit accessible à absolument tout le monde parce que tu auras compris qu'il y a une volonté également sociale de faire en sorte que chacun puisse accéder, s'il le souhaite, à cette connaissance-là. Donc, au moins, apprenne à découvrir ses propres biais, ses propres prismes, ses propres distorsions vis-à-vis de l'argent et s'en méfier et apprendre à les reconnaître et donc, parfois, ne plus tomber dans certains traquenards. Et en même temps, je voulais pas que ça parte dans le grand n'importe quoi, dans le hyper interprétatif. C'est pourquoi C'est pour ça que tu les listes vraiment un par un de manière distincte. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément de manières de se faire influencer dans son rapport avec l'argent. Tout à fait. Il y a les influences et il y a aussi nos propres angles de vue. Par exemple, si je prends le biais de cadrage, c'est un biais en fait, c'est un sujet sur les prix. C'est l'un des premiers exemples que je prends, c'est le 3e biais. Effet de cadrage, si on vous dit 99 € par mois, vous allez vous dire, bon, c'est pas si cher que ça, bon, faut voir quoi. Hein, Et si on vous dit 1188 € par mois, par an, pardon, vous allez vous dire, ça fait cher quand même, plus de 1000 € par an. Et là, vous allez réfléchir davantage, alors que c'est exactement la même somme. Ça, on l'apprend en marketing aussi, hein. On dit pas 10 balles, on dit 9,90. Ouais, et encore, dans les dernières recherches en psychologie du marketing, en neuromarketing, on a encore bougé ça et on fait en sorte désormais que les chiffres derrière la virgule soient des petits chiffres parce que le prix perçu est plus faible. Par exemple, 9,22 €, tu vois. Ça finit par un 2. C'est mieux que 9,90. Ouais, parce qu'on a l'impression du coup que comme c'est ,22, c'est un petit chiffre, 2 petits chiffres à la fin, et on a donc une perception globale du prix qui est plus petit. Le cerveau, il se rappelle que la fin. 9,20 €, hein, comme ça. Par exemple. Oui, tout à fait. Hein. Donc oui, effectivement, la perception qu'on a des prix, des coûts et nos critères de prise de décision peut, être influencés, alors volontairement ou involontairement. Hein. On a aussi nos propres fragilités. Par exemple, si je prends, il y a un prisme que je vois souvent en ce moment. Peut-être parce que je suis pas mal sur Internet et LinkedIn, c'est la vulnérabilité, alors ça porte un nom, face aux promesses irréalistes. On a tendance à vouloir croire aux promesses irréalistes, tous, et à passer à l'action, alors que de fait, de l'extérieur, ça semble tellement grossier. Le but, c'est de réussir à trouver ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas. Hein. Regarde, par exemple, dans un monde d'Internet, tu as des formations. Tu as déjà acheté des formations. J'ai déjà acheté des formations. On lit des ouvrages. J'aime beaucoup Jen Sincero, par exemple. Tu vois, qui en anglais, c'est le You a Bad Ass. Enfin bon, c'est des trucs de motivation. Elle les écrit super bien. Et en même temps, tu as aussi des gens qui vendent des formations à des prix hallucinants en te disant que dans 3 semaines, tu seras millionnaire. Donc, il faut réussir à faire la part des choses. Donc, la promesse, il faut savoir se former, il faut savoir faire du développement personnel, et en même temps, il ne faut pas se faire escroquer pour des choses irréalisables. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est pas facile non plus tout le temps. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut s'éduquer.
sur les biais existants. J'en ai référencé 50 plus 5 que j'ai ajouté à la fin en cadeau, en bonus. Et l'idée aussi, c'est de s'exercer à les reconnaître. Alors du coup, je sais pas si tu as vu, j'ai une introduction. Ces fameux 55 biais qui sont référencés un peu comme dans un dictionnaire. En fait, l'idée, c'est de pouvoir y revenir pour aller chercher le biais auquel éventuellement on a été soumis. Quand il y a une situation financière où on se dit comment ça a pu m'arriver, ça peut être intéressant de le réanalyser en plongeant un peu dans ce petit dictionnaire des biais. Et après, j'ai mis des exercices pratiques. Donc, des cas pratiques avec des cas et les solutions. Et j'ai mis aussi des histoires inspirantes pour faire travailler un peu l'imaginaire, l'inconscient sur ces sujets-là, parce que c'est important de faire évoluer les représentations, les imaginaires. Mais c'est primordial parce qu'en fait, l'argent, quand on regarde ce qu'est l'argent, qu'est-ce qu'est l'argent? Parce que c'est une question déjà, et réfléchissons à cette chose. Qu'est-ce que l'argent au jour d'aujourd'hui? L'imaginaire a un très grand poids parce qu'en fait l'argent aujourd'hui est immatériel, il n'est plus relié à quoi que ce soit de réel, on est submergé d'informations sur la comptabilité des États qui sont très différents de la comptabilité à nous. Donc on est en train de gérer, de jouer avec des choses qui n'ont pas qui ne sont pas matérielles. On ne peut pas toucher du bois, on a passé l'époque du lingot d'or. Donc là effectivement, revenir dans le réel. Tu le marques d'ailleurs, il n'y a rien de plus subjectif que l'argent. Son pouvoir ne tient pas à ce qu'il est, mais à ce que nous croyons qu'il est. Tout à fait. En fait, c'est une convention, l'argent et la valeur. On se met tous d'accord pour dire que tel montant a telle valeur et que donc on peut faire telle transaction. Et mais nous sommes dans la croyance. On est dans la croyance, on est dans la confiance. C'est pour ça qu'on parle de monnaie fiduciaire aussi. Fides, c'est la foi. Le fiat. Et oui, Fides, c'est la foi. Donc, on voit très bien comment certains pays ont vu leur monnaie dévaluer de manière catastrophique. Enfin, dans l'histoire, il y a eu des cas spectaculaires. Le Zimbabwe, c'était par quelque exemple, chose. Le Zimbabwe, tout à fait. Ils croisaient des gens qui ont vécu ça, qui nous racontent comment ils l'ont vécu sur place, avec des salaires payés non plus au mois, ni à la semaine, mais à la demi-journée. C'était quelque chose. C'est ça. Donc on voit comme tout repose effectivement sur la foi, sur la confiance. Et une crise de foi, ça peut faire dévaluer la monnaie. Alors, il y a même des cultures, parce que je crois beaucoup à l'influence culturelle, il y a même des cultures où l'argent se rapproche de la spiritualité. Où on dit en fait c'est un échange d'énergie, il faut qu'il circule, qu'il passe entre les gens, apprenez à aimer l'argent, à réserver une place pour lui, à le faire circuler, soyez une opportunité pour les autres, vous le deviendrez, et ils ont une approche quasiment mystique de l'argent. Nous on n'a pas ça du tout en France. Ouais, et en même temps c'est quand même une réserve de valeur, donc d'énergie quelque part. Parce que l'argent, c'est un transfert d'énergie, voilà. Comment dire, quand on a une réserve de valeur, que ce soit une montre, de l'or ou de l'argent, ou peu importe la réserve de valeur, en fait, c'est quoi? C'est de l'énergie synthétisée. Et on va faire de la transaction avec cette énergie potentielle qu'on peut donc transformer. Donc c'est pas tout à fait déconnant, on peut le prendre au sens premier. Avec de l'argent, tu peux payer spécifiquement... de l'électricité, enfin si tu reviens à quelque chose qui a une matérialité pure et de l'essence pour te déplacer, du temps de travail, de la nourriture pour toi, pour les autres. Donc effectivement, c'est une espèce d'énergie qui doit circuler. Oui, c'est une espèce d'énergie qui doit circuler, et comme toute chose qui doit circuler, si elle circule pas, ça finit par moisir. Ouais, mais tu vois, on revient dans l'énergétique, quelque part. Et quand tu parles à un économiste de haut niveau, il te dit qu'aujourd'hui, la création monétaire, la gestion monétaire, tout est dématérialisé. Et ce qui est important, c'est le taux de propagation, la vitesse de circulation de l'argent. C'est ça qui les intéresse. Pas tellement la masse monétaire qui les intéresse, c'est la vitesse à laquelle l'argent circule et passe de personne à personne. C'est ça qui définit la bonne santé d'une économie. La liquidité, la capacité aussi à s'enrichir. La bonne santé d'une économie, ça doit quand même être au service des gens, avant tout. Et donc, est-ce que tu peux finalement évoluer en termes de classe sociale, pour le coup, favorablement ou pas, grâce à l'économie, parce qu'une économie, ça sert à rien si ça permet pas ça. C'est intéressant, oui. Avec une dénaturation, dans certains cas psychopathologiques, certaines personnes ont pris le pouvoir dans certains pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique, et ils entassaient chez eux des monceaux extraordinaires sans aucun intérêt personnel. Donc l'intérêt n'est pas
c'est une image qu'on a un peu en France. Tu veux gagner de l'argent, tu vas en prendre aux autres, tu vas l'amasser, tu vas en priver les autres. Non, il y a rien de mal à vouloir s'acheter une maison, avoir une voiture, être certain qu'on puisse nourrir ses enfants, sa famille. L'approche qu'on a avec l'argent doit être plus rationnelle. Et toi, tu nous dis qu'on a beaucoup de biais cognitifs. Alors, dans les sociétés anglo-saxonnes, ils en ont autant que nous? Oui, on en a tous. C'est des biais psychologiques rapportés aux finances. Quand même, hein. 55 même. 55, tout à fait. J'en ai mis 50. Il y a marqué 50 et il y en a 5 gratuits à la fin. Il y en a 5 en bonus. Oui, après, comme ils sont un peu mieux éduqués à l'argent, et encore, ça dépend où et qui, mais du coup, ils les connaissent mieux, donc ils s'en méfient, ils s'en préservent, ils mettent des garde-fous. C'est l'intérêt de les connaître. C'est justement de se dire oui, mais à un moment donné, d'avoir une petite alerte qui s'allume dans la tête en se disant attends, est-ce que je serais pas en train de me faire manipuler par ceci ou cela, voilà, l'effet des petits paiements, le biais d'engagement irrationnel, continuer à investir dans un truc parce que on a commencé à investir déjà et que pendant 10 ans on a investi, donc on va continuer parce que ça fait quand même 10 ans. Ah oui, ça tu le marques, les gens ont peur d'investir et surtout ils ont peur d'avoir des pertes. Ils aiment pas vendre quand ils perdent et puis ils idéalisent les profits qu'ils vont faire. Ça, tu en parles. C'est un biais d'optimisme des gains. Tout à fait. On projette comme s'il n'allait pas y avoir d'inflation, comme s'il y a. Enfin voilà, c'est à partir du moment. Il y a un optimisme quand on s'engage dans un projet parce qu'on a envie d'y croire. Mais ça, c'est vrai de tout projet. Puis autant y croire quand on y va, de toute façon. Hein, donc, Alors autant y croire quand on y va, mais attention, warning, faut être conscient du fait qu'on y va avec un certain niveau d'optimisme et mettre des garde-fous. Mais tout entrepreneur a une boîte à pertes et je pense que dans une boîte où il y a les échecs dedans, parce qu'on pour avoir une réussite, il y a toujours plusieurs échecs. Je pense que dans l'investissement, la gestion de l'argent, c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est le prix de la leçon, ce que j'appelle le prix de la leçon. Oui. Ouais. Très valorisé chez les anglo-saxons. Ouais. D'ailleurs. Ouais. Chez les anglo-saxons, t'as planté 3 boîtes. Félicitations, t'as appris beaucoup de choses. Bonjour Robert Kiyosaki, si tu nous écoutes. Bonjour. Alors qu'en France, c'est que t'es nul, quoi. Tu vois. T'as fait banqueroute 3 fois, c'est la cata. On va surtout plus te confier d'argent. Non, la question c'est est-ce que t'en as appris des choses. Le Français cherche des certitudes. Ouais. Il veut des diplômes pour être sûr que la personne qu'il a en face de lui, elle est certifiée, elle est capable. Il veut des petits rendements, mais qui soient garantis et assurés. Le Français cherche des certitudes. Il veut pas d'aléatoire. Il veut de la sécurité, énormément. Ouais. Mais le problème, c'est que... Et donc, il perd sa liberté, quelque part. Ouais, et puis, en voulant beaucoup de sécurité, il se retrouve avec beaucoup d'insécurité, parce que, en vérité, à vouloir trop de sécurité, on se retrouve avec l'inverse de ce qu'on veut. On se met en danger. Ouais, parce que c'est dans la prise de risque, par exemple, qu'on a quand même les plus gros potentiels d'enrichissement aussi. Oui. Tu vois, sinon on stagne en fait économiquement. Donc à trop vouloir se mettre en sécurité, et ben du coup on devient incapable de faire la moindre prise de risque. Moi je dis pas qu'il faut prendre n'importe quel risque n'importe comment, mais disons qu'il faut être en capacité de le faire au moment clé. Alors, tu parles là, vers la page 64, de l'importance de la conscience cognitive dans la gestion de l'argent, mettre en place des garde-fous, on vient d'en parler, mais de sécurité financière, pas faire n'importe quoi, une éducation financière, donc je pense que pour ceux qui... ton ouvrage est un très bon point d'entrée. Ouais, on peut se spécialiser ensuite, mais je pense que tu l'as écrit comme cela. En fait, c'est un point d'entrée. On peut aller ensuite vers Kiyosaki, on peut aller ensuite vers le Plunge de Babylone, on peut ensuite se faire une culture par rapport à l'argent. Et puis tu arrives aussi sur les techniques d'autodiscipline. On en revient là. On a des pulsions. Ces pulsions sont influencées par les biais que tu cites, et il faut essayer de revenir dans le rationnel, en fait. Ouais, le rationnel et le temps long aussi, ce qui n'empêche pas de prendre des risques, simplement mesurer, etc. C'est pas parce qu'on est dans le temps long que jamais on fait rien. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, je tiendrai à préciser pour toutes les personnes qui nous écoutent que ceux qui pensent ne pas avoir de biais cognitifs, ceux qui pensent être très rationnels, sont souvent les plus biaisés. Déjà, en disant ça, ils ont un biais cognitif. Ouais, voilà. Parce que moi, j'ai entendu quelqu'un, quand j'ai sorti mon livre, qui m'a dit non, mais moi, j'ai aucun biais, j'ai aucun prisme, je suis quelqu'un d'hyper rationnel et tout. Et ça, c'est vraiment un truc qui doit être un indicateur de vulnérabilité. Si vous croyez que vous n'avez aucune distorsion dans votre prise de décision vis-à-vis de l'argent, il faut absolument acheter ce livre et le lire. Ouais, je pense. D'ailleurs, cet ouvrage, comment il a été reçu ? Cet ouvrage, comment il a été reçu ? Bon, je le sais déjà, tu as de très bonnes critiques sur Amazon.
Ouais. Ça a été un bon succès. Je t'ai vu dans plusieurs salons avec des piles d'ouvrages et puis mal à la main droite à force de signer. Là. Non, mais je veux dire, c'est un bon succès. C'est des ouvrages, j'en ai fait 2. Je pense que j'en ai vendu moins que toi. J'ai pas fait les salons et autres, mais tu as fait un travail qui a été très bien reçu par ta communauté. C'est vrai, par ma communauté qui sait que je suis intéressée par le sujet. Et tu as agrandi en même temps ta communauté. C'est l'occasion d'agrandir ma communauté. En fait, j'aime bien utiliser ce livre et le vendre par moi-même, de main à main. Pourquoi ? Parce que c'est l'occasion de parler aux gens de ce sujet. Et comme ça, s'ils ont des freins ou des questions, c'est l'occasion d'en parler, quoi. Et donc, moi, je vois aussi ce livre comme un outil de mise en relation avec des personnes qui ont intérêt à dialoguer sur ce sujet. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, après cet ouvrage, L'argent ce menteur, qui est ton premier véritable ouvrage papier, si je ne m'abuse. Alors, quels sont les projets qui viennent derrière ? Tu vas faire une version 2 ? Tu vas aller sur autre chose ? Est-ce que finalement c'était un coup comme ça dans l'eau ? Tu vas en faire d'autres ? Qu'est-ce qu'il y a, ton Nathalie Auffrère, là ? Alors, qu'est-ce qui m'attend ? Alors, spécifiquement concernant ce livre, il y a un docteur en psychologie qui m'a contacté après avoir lu le livre et qui m'a proposé qu'on fasse une collaboration parce que tu l'as remarqué, mon livre n'est pas hyper rédigé. Enfin, il n'y a pas énormément de rédaction. Oui, il a une fraîcheur. Ouais. On sent une spontanéité, une fraîcheur. Il y a une réflexion, une mise à disposition et une certaine fraîcheur. Voilà, ça c'est. Après, il me ressemble, c'est-à-dire que il est très dans le schéma. non, mais c'est gentil. Il est dans le schéma, il est synthétique, il est structure. Voilà, moi je suis quelqu'un avec une personnalité structure. Et le docteur en psychologie, je pour l'instant pas dire qui, mais se propose lui de rédiger beaucoup plus en complément de l'existant pour que on fasse un autre livre sur cette base-là. Et le livre, ce serait certainement un guide. Un guide des biais sur l'argent, on verra comment on le nomme exactement. C'est très souvent un duo gagnant, ça. Une personne qui a la créativité, les idées, la spontanéité, qui s'associe à un technicien qui va les pousser de manière technique et plus élaborée. Par exemple, je viens de finir l'ouvrage de Ariane Bileran. Elle est avec Régis Bruno. Très clairement, tu vois qui a lancé les impulsions, les grandes idées médiatiques, et tu vois derrière qui est allé les creuser pour les référencer. Et les deux ensemble, c'est une bombe. Ça marche très bien. Ouais, c'est deux regards différents. Moi, je suis logicienne de formation. Je suis pas psychologue de formation. Donc, là, je parle beaucoup de psychologie. Mais voilà, j'ai un regard de logicien. Tu fais la translation entre le terrain, ton travail, le milieu que tu vois, et puis ces bases-là. Ouais. Alors que lui, il sera beaucoup plus dans le récit de ce qu'il peut croiser comme situation dans sa vie de chercheur et de clinicien aussi. D'accord. Donc, on peut s'attendre à une version 2 plus élaborée, ou alors un deuxième. On ne sait pas encore. Probablement, ce sera un deuxième livre, je pense. D'accord. C'est pas le premier réécrit, c'est un deuxième shot. Disons qu'il y aura des gros morceaux, de grosses inspirations qui viennent du premier. D'accord. Ok, donc ça c'est déjà un très gros progrès, un très gros projet, pardon. Qu'est-ce qui t'attend aussi là dans les mois, à part ce livre, Nathalie, t'en es où là actuellement ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors début juin, je participe au sommet de la reconversion. Je vais parler de LinkedIn, c'est un sujet que je trouve passionnant. Comment utiliser LinkedIn ? Ouais, je suis très présente et puis j'aide les gens à utiliser LinkedIn dans leur reconversion pour trouver les bons employeurs, les bons partenaires professionnels, etc. Donc je vais parler de LinkedIn, c'est toute la première semaine de juin, sommet de la reconversion qui a lieu en ligne avec d'autres experts, d'autres professionnels. Il y aura des tables rondes, il y aura des lives, il y aura plein de choses pendant cette semaine-là. Donc j'interviens, je vais en parler beaucoup sur LinkedIn. J'ai aussi une collaboration qui va démarrer avec un très gros entrepreneur français. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment pour l'instant. Elle me l'a dit en off avant, c'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. Sur la reprise d'entreprise, sujet de reprise d'entreprise. Oui, ça c'est un vrai sujet aussi. Dans ce sujet-là, où il y a beaucoup à faire parce que tout le monde pense créer sa boîte, personne ne pense vraiment correctement, en tout cas. Ils ont tous envie, mais ils le font pas. Ouais, c'est dommage parce que c'est là que sont les plus belles pépites, les plus belles opportunités. Je continue à faire de l'accompagnement au retour à l'emploi, des choses comme ça. Ok. Nathalie Auffrère, une voix qui porte. Merci d'être venue. Merci Stéphane. Et à tout le monde à la semaine prochaine. Au revoir.
RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.